Il faut être myope pour ne pas voir ce qui se passe actuellement en Afrique. Nous voyons beaucoup d'Africains sur le continent qui s'émancipent, notamment si on observe le Burkina Faso, si on observe le Niger, si on observe le Mali. Il faut vraiment être myope pour ne pas voir ce qui se passe. Nous voyons des Africains qui tutoient déjà leurs partenaires traditionnels. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose parce que voilà, même dans chaque entreprise, lorsqu'une entreprise fait des chiffres, elle est obligée de diversifier ses partenariats. Donc c'est de bonne guerre si un État décide voilà, de diversifier ses partenariats ou alors de changer complètement ses partenaires. C'est un mouvement que je soutiens, c'est un mouvement que je trouve intéressant. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai préparé 20 couloirs que je propose aux futurs dirigeants des différents pays dans notre continent. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 3 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier et je parle également des faits de société. Alors, si ces 3 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Tu peux également me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques, des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas parler d'intelligence financière, je ne vais pas parler d'investissement immobilier. Je vais plutôt me pencher sur la géopolitique en Afrique. Voilà, il faut être myope pour ne pas voir ce qui se passe actuellement en Afrique. Nous voyons beaucoup d'Africains sur le continent qui s'émancipent, notamment si on observe le Burkina Faso, si on observe le Niger, si on observe le Mali. Il faut vraiment être myope pour ne pas voir ce qui se passe. Nous voyons des Africains qui tutoient déjà leurs partenaires traditionnels, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose parce que voilà, même dans chaque entreprise, lorsqu'une entreprise fait des chiffres, elle est obligée de diversifier ses partenariats. Donc c'est de bonne guerre si un État décide voilà, de diversifier ses partenariats ou alors de changer complètement ses partenaires. C'est un mouvement que je soutiens, c'est un mouvement que je trouve intéressant. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai préparé 20 couloirs que je propose aux futurs dirigeants des différents pays dans notre continent. C'est juste ma façon à moi, n'est-ce pas, d'apporter ma contribution avec des idées. Maintenant, on peut mettre ces idées sur la table et en débattre. Voilà, cette vidéo est une vidéo révolutionnaire. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je crois que avec le temps que j'ai mis à l'extérieur, voilà, j'ai eu aussi un regard un peu global de la situation géopolitique de notre pays, de notre continent. Et du coup, je pense que je peux donner aussi mon avis. Voilà, mon intention ici n'est pas de montrer aux politiciens ce qu'ils doivent faire, mais plutôt d'apporter quelques idées. Et je suis sûr que certains couloirs ici sont déjà connus, même sont dans les tiroirs, mais on n'arrive pas à appliquer. Voilà, comme j'ai dit, c'est une vidéo révolutionnaire. Voilà, assieds-toi convenablement. Et si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je disais tantôt, j'ai préparé dans cette vidéo 20 couloirs que je propose aux futurs dirigeants africains. Tous les Africains qui, n'est-ce pas, aspirent à diriger un pays en Afrique, tous les Africains qui aspirent à occuper des fonctions importantes, des hautes fonctions dans nos différents pays, vraiment cette vidéo est appropriée pour eux. Parce que voilà, voilà, tout le monde ne peut pas diriger. Et pour diriger, il faut certaines aptitudes. Donc, je prie vraiment, je te prie déjà, toi qui regardes cette vidéo, de partager au maximum pour que les personnes concernées soient touchées et que ces personnes-là tirent, n'est-ce pas, quelques leçons de cette vidéo. Comme premier couloir, ce que je propose aux futurs dirigeants africains, c'est de refaire les prisons. Les prisons ne doivent pas être un lieu des mouroirs. Les prisons ne doivent pas être un lieu... on ne doit pas comparer une prison comme un cimetière. On ne doit pas comparer une prison comme une salle d'opération. La prison est un lieu où on redresse, on veut redresser, on veut remettre les prisonniers ou alors des personnes qui ont posé des actes reprochables, des personnes qui ont n'est-ce pas, qui ont commis des actes. En fait, la prison est là pour les redresser et les remettre dans la société. C'est ça, en fait, l'objectif de la prison. Donc, du coup, le premier couloir que moi je propose aux futurs dirigeants africains, c'est de refaire les prisons, reconstruire les prisons. Une prison ne peut pas être faite pour 1000 personnes et on voit 3000, 4000 personnes dans une prison. Et c'est le lieu où tous les prisonniers, après 3 mois, 6 mois d'emprisonnement, sont déjà tous malades. Et vraiment, donc, revoyez les prisons et transformer les prisons. On peut installer les bibliothèques dans les prisons. On peut installer les salles de sport dans les prisons. Ce n'est pas comme si on veut rendre la prison belle pour que si quelqu'un pense à la vie dans la prison, qu'il n'ait pas peur. Mais il y a d'autres couloirs, il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour faire pression pour faire pression aux personnes qui sont accusées, aux personnes qui sont emprisonnées, n'est-ce pas, à changer, à se réintégrer dans la société, que je vais également proposer dans cette vidéo. Voilà, déjà refaire les prisons pour que le prisonnier, en étant dans sa prison, en train de purger sa peine, qui se sente d'abord en santé. Ça, c'est le premier couloir que je propose. Voilà. Deuxième couloir, les grands détourneurs de fonds. Vraiment, je ne sais pas à quoi c'est quelqu'un qui a détourné 1 milliard de francs CFA à l'État. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la prison. Oui, on peut le mettre en prison, mais ça sert à quoi de le mettre en prison si on ne récupère pas l'argent qu'il a volé? Donc, du coup, ce que je propose aux futurs dirigeants, lorsque vous prenez le pouvoir, la première des choses à faire, c'est de tout faire pour récupérer d'abord tous les fonds. Parce que pour pouvoir diriger le pays, pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des richesses dans un pays, pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que l'État vive, l'État a besoin des moyens. On ne bâtit pas un pays sans argent. Donc, déjà, récupérer d'abord tout l'argent volé, ça va être une bonne base pour commencer déjà à appliquer sa politique, n'est-ce pas? Donc, les déteneurs de fonds, ils n'ont rien à faire en prison. Ce que moi je propose pour les déteneurs de fonds, dès qu'on les attrape, ou alors les nouvelles personnes qui prennent la responsabilité de diriger le pays, récupèrent donc arrêtent donc tous ces détourneurs de fonds. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent d'abord l'argent et ensuite, on peut les emprisonner. Et il y a d'autres façons, il y a d'autres moyens d'emprisonner. On n'est pas obligé toujours de les faire fermer dans une pièce. Il y a des façons d'emprisonner. Imaginez un peu un instant quelqu'un qui occupait une grande fonction à l'État et se retrouve par exemple en train de balayer les routes chaque dimanche, par exemple. Il n'y a rien de plus humiliant que ça. Dans plusieurs pays occidentaux, ça se passe. Il y a des prisonniers qui nettoient la route chaque matin. D'autres qui peuvent travailler dans les entreprises de salubrité pour mettre la propriété, d'hygiène et de salubrité, pour mettre la propriété dans la ville. Donc, prendre quelqu'un comme ça qui a détourné 1 milliard de francs CFA, on récupère juste son argent et on le fait travailler. Il y a par exemple l'agriculture on veut impulser l'agriculture. Il faut d'abord au départ, avant d'industrialiser l'agriculture, il faut de la main-d'œuvre, il faut des personnes, il faut passer d'abord par l'agriculture tertiaire, ensuite l'agriculture secondaire avant d'atteindre maintenant l'agriculture industrielle. Donc, du coup, tous les détourneurs de fonds, au lieu de les laisser dans les cachots, mieux les prendre, récupérer l'argent et les faire travailler
travailler pour l'État. On peut peut-être dire, OK, si le SMIC, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, c'est 36 000 francs CFA et qu'on attrape un détourneur de fonds, on dit, OK, tu vas donc sortir tous les matins, aller travailler à tel endroit et tu as 20 000 francs. 20 000 francs CFA par mois ou 25 000 francs CFA par mois. Ça fait plus mal que de le faire asseoir dans un cachot, il ne fait rien et son argent est en train de tourner à l'extérieur. Parce qu'en fait, si on ne récupère pas son argent, on n'a rien fait. Son argent continue à tourner. Troisième couloir, les péages. Les péages, vraiment, c'est également une source de récolte d'argent qui est tout simplement incroyable. Il faut un peu prendre, je ne sais pas, toi qui me regardes, prends la peine de te placer devant un péage dans nos pays en Afrique pendant une demi-journée. Tu ne vas pas croire ce que tu vas voir. Je suppose seulement que si par minute une voiture passe par minute, dans les deux sens, on a deux voitures. J'ai dit une seule voiture, je ne veux pas aller trop dans les calculs. Deux voitures passent par minute. Imaginez alors une heure à 60 minutes, ça veut dire qu'en une heure, 120 voitures passent. En 10 heures, 1200 voitures passent. En 24 heures, si en 10 heures, 1200 voitures passent, en 20 heures, 2400 voitures passent. En 24 heures, nous sommes à près de 3000 voitures qui passent. En 24 heures, 3000 voitures en une journée qui passent pour un péage. En une journée. En 30 jours, on a 90 000 voitures qui passent dans un péage. Maintenant, si chaque voiture paye à un péage 500 francs, 90 000 voitures fois 500 francs CFA. Nous sommes à combien? En un mois, si on considère que chaque voiture paye 500 francs, on est à 45 millions par mois qui entrent dans un seul péage. Nous sommes partis sur la base d'une voiture par minute, à peu près 45 millions de francs CFA. Donc ça, c'est un péage. Et si on prend seulement la nationale 3, s'il y a peut-être 3 péages, on est à combien? On est à combien là par mois? Donc vous pouvez un peu vous imaginer l'argent qu'on peut récolter dans les péages. Mais est-ce que ça arrive dans les caisses de l'État? Je ne pense pas. Les détournements par-ci, les détournements par-là. Peut-être, c'est pas... dans mes calculs, on est à 90 000 voitures par jour, par mois. Et on va te faire peut-être, on va faire les déclarations, par exemple, de peut-être 10 000 voitures en un mois. Donc vous voyez vous-même près de 80 000 voitures, l'argent de 80 000 voitures, c'est détourné. Donc voilà une source où on peut récupérer des fonds, n'est-ce pas, pour bâtir nos pays. Ou alors on digitalise tout simplement les péages. On va peut-être mettre de l'argent pour construire tout ça, mais les premières années, on sera dans la perte, mais sur la durée, on va récupérer parce qu'en reconstruisant les péages, on peut augmenter augmenter le montant du péage peut-être de 100 francs, de 200 ou bien de 500 francs. Tout va dépendre. Mais de toutes les façons, on peut moderniser ces péages-là pour éviter les costauds détournements. Quatrième couloir que je propose aux futurs dirigeants africains, les églises réveillées. Vraiment, les églises réveillées sont aujourd'hui des centres d'abrutissement de nos populations. Ça, c'est quelque chose que l'État doit regarder de plus près. Parce que ce qui se passe dans les églises réveillées, c'est tout simplement incroyable. J'attire l'attention des futurs dirigeants de notre continent. Les églises réveillées abrutissent. Je ne sais pas comment une famille ou alors une maman, un papa avec les enfants sont à l'église 3-4 fois la semaine. Quand est-ce qu'ils font leurs activités? Les enfants se concentrent pour l'école quand? Les enfants s'asseyent, réfléchissent sur leur vie quand? Les parents s'asseyent, investissent pour l'avenir de leurs enfants quand? Ils bâtissent leur tissu familial quand? C'est un centre d'abrutissement. Vraiment, les futurs dirigeants mettaient l'accent sur ces églises réveillées. Lorsqu'on était plus jeune, on nous parlait de l'église protestante et l'église catholique. On peut alors comprendre que, ok, on ne va pas quitter de 0 à 100 en quelques jours. On peut d'abord commencer quelque part où on met d'abord un terme à toutes les églises réveillées et puis on laisse d'abord les églises classiques habituelles. Et au fur et à mesure, maintenant, on essaie de voir si on ne peut pas diminuer le nombre d'églises parce qu'au fond, ce sont des centres d'abrutissement. Vraiment, je prie tous les futurs dirigeants du continent de se pencher sur cette thématique-là parce que ça se passe dans tous les pays africains. Ce qui est encore bizarre dans tout ça, c'est que même en Occident, où ces religions-là sont nées, les églises ne sont pas aussi nombreuses comme chez nous en Afrique. Je ne comprends pas. Donc vraiment, je prie tous ces dirigeants-là de se pencher sur cette thématique. Cinquième couloir, les centres culturels.
de nos pays. Vraiment, on va à gauche, on voit centre culturel français. On va à droite, centre culturel allemand. On va ici, centre culturel chinois. Vraiment, il est temps qu'on fasse, on mette également sur pied les centres culturels de nos pays. C'est-à-dire où on apprend nos traditions, on apprend nos cultures, on apprend nos langues. C'est très important. On a en Afrique plusieurs pays qui ont une, deux langues et on peut créer ces centres culturels-là. On peut mettre ces centres culturels. C'est la seule façon, n'est-ce pas, de donner encore plus de valeur à nos cultures, à nos traditions. Et voilà, et ça va également permettre à chaque Africain de reconnaître son identité. Parce que c'est une façon, n'est-ce pas, c'est une façon, n'est-ce pas, voilà, de faire valoir sa culture, de faire valoir ses traditions. Et je crois que beaucoup d'Africains vont s'identifier. Voilà. Sixième couloir, choisit les langues nationales. Dans plusieurs pays, si je prends l'exemple du Cameroun, nous avons près de 296 ethnies, je crois plus même. Hein. Et ça veut dire que voir deux Camerounais qui parlent la même langue, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de langues. Je crois qu'il est temps que les futurs dirigeants se penchent sur cette thématique-là. Quand on arrive à un niveau où le pays ne reconnaît peut-être que 2 ou 3 langues nationales, la langue, il y a par exemple le Douala qui est une langue pas mal, une langue complète, où on peut adapter la langue technique également dans le Douala. Il y a le Swahili qu'il ne faut pas négliger. Je crois qu'il y a aussi le Fulbe. Bref, se pencher sur des langues, sur 2 ou 3 langues nationales. On ne va pas quitter de 0 à 100 en quelques jours. On peut commencer quelque part. On peut peut-être d'abord se limiter sur 5 langues au fur et à mesure. Parce que quitter de 296 langues à 3 langues, ça ne va pas se passer en un an. On peut même prendre ça sur 30 ans ou sur 50 ans. Mais la finalité, c'est que dans 50 ans, que nos petits-enfants ou bien nos arrière-petits-enfants, qu'ils aient une langue nationale. Donc, une langue nationale, c'est très important. Donc, je prie tous les futurs dirigeants, tous les Africains qui aspirent à diriger un pays en Afrique, de se pencher également sur cette thématique, sur ce couloir. 7e couloir, digitaliser tous les paiements, que ce soit à la douane, que ce soit aux impôts. C'est très important. On a un problème d'opacité dans nos pays. Beaucoup de pays africains ont des difficultés parce que les recettes douanières et les recettes fiscales ne tombent pas totalement dans les caisses. Et c'est un handicap pour bâtir notre pays. Voilà. Donc, du coup, les futurs dirigeants, je vous propose, n'est-ce pas, de tout faire pour digitaliser les systèmes de paiement et les systèmes de paiement douaniers et les systèmes de paiement fiscaux. C'est très important pour éviter que l'homme soit constamment en contact avec l'argent. Parce que quand l'homme est en contact avec l'argent, c'est comme ça que l'opacité s'installe. Et aussi au niveau de la douane, puisque c'est également un secteur que je maîtrise, puisque j'ai été en contact avec plusieurs douaniers. Voilà. Cette histoire de scanner qui n'est pas vraiment opérationnel. On peut voir ce qui ne va pas avec les scanners et on rend ces systèmes de scanner plus effectifs. Parce que franchement, s'il faut toujours laisser les hommes aller faire des contrôles dans les conteneurs, ça sera toujours opaque, il y aura toujours une opacité et c'est bienvenue la corruption. Donc, je prie les futurs dirigeants à se pencher également sur cette problématique. Voilà. Comme 8e couloir, ce qui est très important, écoutez, si on regarde tous les autres pays, que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil, tous les pays du monde, tous les pays qui se prennent au sérieux se sont appuyés sur leur diaspora pour bâtir leur nation. Nous sommes le seul pays, nous sommes le seul continent qui ne veut pas s'appuyer sur sa diaspora. Vraiment, chers futurs dirigeants, mettez ce volet dans vos différents programmes politiques, dans votre champ d'action. Intégrez la diaspora dans vos politiques. C'est très important. Ils ont non seulement la connaissance, ils ont de l'expérience et ils ont aussi pour plusieurs des fonds. Ils ont des capitaux pour investir. Donc vraiment, si vous assainissez, si vous rendez le terrain des affaires un peu praticable, vous allez voir que la diaspora va se verser pour investir dans nos différents pays. Donc, chers dirigeants, chers futurs dirigeants, vraiment facilitez l'intégration de la diaspora dans vos différents pays. C'est très important.
vous ne pouvez pas vous bâtir, vous ne pouvez pas bâtir vos nations, nous ne pourrons pas bâtir nos nations sans nous appuyer sur notre diaspora. 9e couloir. Je prie tous les dirigeants, tous les futurs dirigeants africains de revoir tous les accords internationaux, tous les accords qu'on a avec les partenaires internationaux, revoir, relire et resigner. Par exemple, si un dirigeant, un Africain qui aspire, ou alors un dirigeant qui a déjà le pouvoir et décide que voilà, telle base militaire dans mon pays ne m'apporte rien du tout, je ne vois pas mes intérêts dans cette base militaire, alors donc ce dirigeant s'assoit sur une table avec le représentant politique de ce pays-là et puis discute de ces clauses ou alors de ce partenariat. Si ça ne vaut pas la peine, fais exactement comme les autres pays. Si une base militaire dans mon pays ne m'apporte rien du tout, voilà, je me sépare tout simplement de ces bases militaires. Je crois que ce sont des accords qui ont été signés et qu'on peut, n'est-ce pas, annuler. On peut renégocier. Donc, c'est possible. Je ne m'y connais pas dans ce genre de choses, mais j'imagine que les accords ont été signés et on peut revoir ces accords. Voilà. Donc, je prie je prie les futurs dirigeants à se pencher sur les différents accords internationaux. 10e couloir, diversifier les partenariats. C'est très important. Même ici, en Occident, où je travaille depuis plusieurs années, il n'y a aucune entreprise qui a seulement un seul partenaire. Même les grosses entreprises automobiles, par exemple, si je pense par exemple à Mercedes, je parle par exemple de Volkswagen, je parle des grosses entreprises automobiles, il n'y a aucune entreprise qui fonctionne seulement avec un ou deux partenaires. Non, c'est plusieurs partenaires. Parfois, pour le même produit, il y a 3-4 partenaires pour le même produit. Donc, c'est très important. Il faut diversifier les partenariats. C'est de bonne guerre. Et aussi, il ne faut pas être trop dépendant d'un seul partenaire parce que le partenaire peut à un moment donné commencer à faire du chantage. Tu as un plan B, tu as un plan C, tu as un autre partenaire qui peut te ravitailler. C'est très important, diversifier les partenariats. Voilà. 11e couloir, le franc CFA. Bon, je pense que le franc CFA est une thématique vraiment qui fait beaucoup de bruit dans le continent. Mais c'est simple. Il faut juste faire asseoir les experts dans la chose, débattre, discuter, voir les avantages et les inconvénients, ce que ça nous apporte de manière concrète. Si on se rend compte que le franc CFA ne nous apporte rien et que nous sommes plutôt perdants avec le franc CFA et que nos pays n'avancent pas à cause du franc CFA, il y a des chiffres, il y a des statistiques, on analyse tout ça. Et si ça ne passe pas avec nos intérêts, si ça ne converge pas avec nos intérêts, on se sépare tout simplement du franc CFA et on opte pour une autre monnaie. Voilà, mais il ne faut pas seulement se séparer du franc CFA pour se séparer. Il faut maîtriser les contours. Voilà, ça ne sert à rien de quitter du franc CFA une autre monnaie et après on n'arrive pas à gérer. Parce que quand j'observe les détournements de fonds, tous ces détournements de fonds se font en franc CFA. Donc, si on change le franc CFA, on passe une autre monnaie et les gens continuent à détourner l'argent, les hauts commis de l'État continuent à détourner de l'argent. Je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Nos pays seront toujours pauvres. Donc, à ce moment, ça ne sera pas un problème de la monnaie. Je n'ai pas vraiment assez d'informations concernant le franc CFA. Mais si une partie, n'est-ce pas, de nos avoirs reste dans le trésor français, mais il y a quand même une partie qui reste dans nos pays, qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà une question importante. Donc, le problème n'est pas seulement le franc CFA. Nos dirigeants ou alors nos hauts commis de l'État doivent être plus éthiques dans leur façon de gérer l'argent. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc les futurs dirigeants peuvent également s'asseoir, réfléchir et revoir cette problématique de la monnaie. C'est très important. Donc, j'interpelle également les futurs dirigeants, les Africains qui aspirent au changement, de se pencher sur cette thématique-là. Vous pouvez également insérer ça dans vos différents programmes politiques. 12e couloir. Tout à l'heure, on parlait du franc CFA, mais il y a également d'autres problèmes. Il y a d'autres fléaux qui plombent nos sociétés. Voilà, je prie tous les futurs dirigeants africains, n'est-ce pas, de régulariser la consommation d'alcool. Ça va de mal en pire. C'est incroyable. Je ne sais pas comment est-ce que dans un pays normal, un pays qui veut se bâtir, nous sommes un mardi soir, tu entres dans un bar, le bar est plein à craquer. Pourtant, mercredi matin, tout le monde doit être au travail. Mercredi matin, tout le monde doit être au travail. Un bar fait quoi plein à 23h minuit, pourtant demain, mercredi,
tout le monde doit être au travail. Ça n'a pas de sens. C'est un pays qui se prend pas au sérieux. Donc, on doit régulariser la consommation d'alcool. Il n'est pas possible qu'un seul pays boive un fleuve en un an. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on doit revoir, que ce soit la consommation de bière, que ce soit la consommation des whisky fabriqués. Maintenant, tout le monde dans nos différents pays, chacun se bat dans sa maison, dans sa chambre, dans son magasin à fabriquer lui-même l'alcool. Vraiment, il faut que l'État se penche également sur cette thématique-là parce que non seulement ça coûte de l'argent à nos citoyens et en plus de ça, ça abrutit nos populations et aussi c'est aussi dangereux pour la santé. Un peuple malade ne peut pas travailler. Donc, il faut que les futurs dirigeants se penchent sur cette thématique-là. Voilà. 13e couloir, le domaine foncier. Je pense que la prochaine guerre en Afrique sera le foncier. Si vous parcourez les tribunaux en Afrique, la plupart des procès, ce sont des procès à cause du foncier. Donc vraiment, je prie tous les futurs dirigeants, vous qui aspirez à diriger les pays en Afrique, réorganisez, assainissez le domaine foncier. Qu'un terrain ait un titre foncier et un propriétaire. Qu'un terrain ait un dossier technique, un titre foncier et un propriétaire pour éviter les chevauchements, pour éviter les guerres, pour éviter les litiges fonciers. C'est très important. Ça fonctionne dans d'autres pays. Pourquoi dans nos pays en Afrique, il faut toujours que 3-4 personnes soient propriétaires du même terrain, du même bien immobilier? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut que les futurs dirigeants se penchent sur cette thématique. Voilà. 14e couloir, la production d'énergie. Un pays ne peut pas s'industrialiser sans énergie. C'est très important. Donc, je prie tous les futurs dirigeants, n'est-ce pas, à se pencher également sur la thématique de la production d'énergie pour l'industrialisation. Nous avons l'eau, nous avons assez d'eau. Si on prend l'exemple du Cameroun, chaque département au Cameroun a le nom d'un cours d'eau. On a de l'eau partout. Nous avons de l'eau, nous avons voilà, du vent qui souffle à une vitesse considérable, si bien qu'on peut utiliser les éoliennes. Mais ça, c'est encore quelque chose qu'il faut se pencher sur ça. Nous avons le soleil, donc on peut utiliser également l'énergie solaire. Nous avons tellement de possibilités. On peut même utiliser également les biogaz. On peut utiliser beaucoup d'autres sources d'énergie, n'est-ce pas, pour la production d'électricité. Sinon, on ne pourra jamais s'industrialiser. Il y a tellement de possibilités, tellement de possibilités. Avec de l'eau et une petite turbine, on a de l'électricité. On a juste, ce n'est pas la compétence qui manque, ce n'est pas les fonds qui manquent, mais c'est la volonté. C'est la volonté politique. Donc, je vous prie, vous, futurs dirigeants, mettez-vous au travail et développez les moyens de produire l'électricité à vos populations. Si vous n'avez pas la compétence, cherchez la compétence n'importe où dans le monde et appuyez-vous sur votre diaspora, ils ont la compétence. Appuyez-vous sur eux et faites-les venir travailler pour des projets. Vous pouvez inviter un groupe d'experts pour une période précise. Vous les payez, ils montent le projet et puis vous avez l'électricité. C'est comme ça que tous les pays fonctionnent. Tous les pays fonctionnent comme ça. Ce n'est pas de la magie. On ne va pas venir inventer la roue. 15e couloir, subventionner ou alors exonérer les petites et moyennes entreprises. Quand l'entreprise fonctionne déjà, de temps en temps, l'État peut utiliser des moyens pour subventionner ou bien réduire, par exemple, certaines charges fiscales pour permettre, n'est-ce pas, à cette entreprise de grandir. Ou alors, les premières 2 ou 3 années, l'État peut, n'est-ce pas, exonérer. Ça veut dire que l'entreprise est ouverte, peut-être après 3 ans, pendant 3 ans, l'entreprise ne paye pas d'impôts. N'a pas de problème de fiscalité. Donc, pour permettre, n'est-ce pas, à cette entreprise d'abord de voir le jour, de chercher d'abord à positionner son business, chercher sa clientèle, être un peu stable maintenant avant de commencer à payer les impôts. C'est très important. 16e couloir, chers futurs dirigeants africains, vraiment, je ne sais pas ce qu'un pays fait avec 60 ministres. Ça n'a aucun sens. Réduire au maximum les ministères. Vraiment, réduire les ministères au maximum. Les tâches doivent être précises. Vraiment, si un pays a 50 ministres, on peut même diviser le nombre de ministres par 2 pour avoir 25 ministres. Si on réduit 25 ministres, vous pouvez donc imaginer le nombre, vous pouvez imaginer l'argent qu'on peut épargner pour mettre de côté. Parce qu'un ministre, ça coûte cher.
l'entretien d'un ministre, c'est sa maison, sa voiture, son carburant, et son budget, tout ça, ça coûte de l'argent à l'État, n'est-ce pas? Déjà, un argent que l'État n'a pas. Et dans ça, on vient encore payer 25 ministres supplémentaires. Donc, chers futurs dirigeants, revoyez, n'est-ce pas, le nombre de vos ministères. Ça va beaucoup aider, ça va contribuer, n'est-ce pas, à la construction de vos différentes nations. C'est très important. 17e couloir. Voilà, choisir un ministre, nommer un ministre ne doit pas être une récompense pour quelqu'un, pour un ancien ami, ou bien une reconnaissance pour un ancien ami. On doit ça pour choisir un ministère. Le ministre n'est pas là pour celui qui l'a nommé. Le ministre est là d'abord pour servir le peuple. Les ministres sont les serviteurs. Donc, choisissez les ministres en fonction de leurs compétences. Ne prends pas quelqu'un qui n'a aucune idée de la technologie, de la science, et tu peux le nommer ministre de la recherche scientifique. Ça n'a aucun sens. Ne prends pas quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui était peut-être commerçant quelque part, qui n'a jamais été à l'école, et tu le nommes ministre de l'Éducation nationale ou bien ministre de l'enseignement supérieur. Ça n'a aucun sens. Donc, chers futurs dirigeants, avant de choisir vos ministres, regardez les compétences. Voilà. Quelqu'un qui a fait ses preuves dans la science, dans la technologie, voilà, vous pouvez le prendre pour le nommer ministre de la recherche scientifique. C'est un peu ça. Donc, et franchement, les ministres, c'est ceux-là qui impulsent le développement d'un pays parce que les ministres appliquent tout simplement la politique du chef de l'État. Donc, vraiment, chers futurs dirigeants, mettez vraiment l'accent sur ça quand vous voulez faire vos nominations. C'est très important. Un ministre est là peut-être pour 5 ans. Je ne sais pas, parfois pour 5 ans, parfois pour 10 ans. Vraiment que pendant la période-là, qu'on l'évalue sur ses résultats en fonction de son ministère. On ne doit pas conserver des personnes qui ne foutent rien. On doit plutôt primer des personnes qui travaillent et évaluer. Ici en Occident, par exemple, je travaille dans une entreprise où chaque année, je suis évalué. Je suis déjà à plus de 10 ans dans cette entreprise, mais chaque année, je suis évalué. On évalue, on évalue tous les projets que j'ai eu à faire pendant l'année. On évalue mes résultats. Et c'est en fonction de ça maintenant que l'entreprise décide si on augmente mon salaire ou pas. Donc, vous voyez que déjà à notre petit niveau, on t'évalue. Tu es constamment en train d'être évalué. En fin d'année, tu t'assois avec ton chef direct, avec ton supérieur direct. Vous parcourez tout ce que tu as eu à réaliser l'année et on t'évalue en fonction de tes résultats. Donc, si tes résultats étaient négatifs, tu as des avertissements. L'année prochaine, ça se répète. Prépare-toi déjà à perdre l'emploi. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, dans nos pays, il faut instaurer ces conseils ministériels. On doit même créer des centres d'évaluation des ministères. Ça dit que quoi? En fin d'année, comme ça, on évalue chaque ministère. Qu'est-ce que tu as fait dans ton ministère? Qu'est-ce que tu as réalisé? De manière concrète. Et avant même que l'année ne commence, chaque ministère doit présenter un projet précis, concret qu'il doit réaliser en fin d'année. C'est très important. Sinon, s'il n'y a pas de rigueur dans la gestion, on ne pourra jamais bâtir nos pays. On ne pourra jamais développer nos pays. 18e couloir. Orienter notre éducation en fonction de nos besoins. On ne crée pas une filière dans un pays pour le plaisir de créer. Non, on crée une filière par rapport aux besoins de ce pays. On ne peut pas dans un pays qui est encore en train d'être construit. Un pays qui est encore en pleine construction, on forme seulement les gestionnaires. Il faut aller un peu à l'université de Douala en filière séco, sciences économiques. Tu vas avoir 1000 étudiants, 1500 étudiants, 2000 étudiants. C'est pour travailler dans quelle entreprise? Il y a combien d'entreprises au Cameroun? Il y a combien de places disponibles pour tous ces étudiants-là? Ce sont des futurs chômeurs. Donc, ça, c'est pour moi, ce sont des filières qu'on crée juste pour le plaisir. Non, il n'y a pas des entreprises à gérer. Créer les filières en fonction du besoin. Si on se rend compte, par exemple, que le pays, on veut s'appuyer sur l'agriculture pour développer notre pays. Orienter les enfants dans la direction de l'agriculture qui va être notre force. Quand on identifie qu'est-ce qui va être notre force, peut-être dans plusieurs années. Par exemple, je vais toujours prendre l'exemple sur l'agriculture. On sait que l'agriculture, nous avons des terres fertiles en Afrique. Surtout dans la zone équatoriale, les terres sont tellement fertiles. Combien de parents, ou alors, il y a combien d'universités d'agriculture dans nos pays? Je ne sais pas. Il y a combien d'universités pour les machines agricoles dans nos pays? Je ne sais pas. Donc, tout ça, on doit orienter nos filières dans nos besoins.
C'est comme ça, et ça se passe comme ça dans tous les pays. On ne crée pas une filière juste pour créer. Voilà, chers futurs dirigeants, je vous prie, n'est-ce pas, lorsque vous prenez le pouvoir, faites asseoir tous les opérateurs économiques et cherchez à savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent du gouvernement. Et puis vous leur dites ce que vous attendez d'eux. Mais de grâce, amenez les populations ou alors amenez les bailleurs de fonds, amener les opérateurs économiques à investir en fonction de nos besoins. N'allons pas investir dans ce qu'on ne connaît pas. Vous savez par exemple que la population a besoin du riz, par exemple. Mais orienter l'agriculture du riz, voilà, subventionner l'agriculture, la production du riz. Allons dans ce couloir, formons les gens dans ce sens. Parce qu'on sait que si on veut avoir une autosuffisance alimentaire, on doit développer l'agriculture, on doit produire du riz. Donc c'est un peu ça. Ne choisissons pas, n'instaurons pas les filières juste pour du plaisir. Nous sommes dans un pays en construction où on veut construire des bâtiments, où on veut construire des infrastructures. Amenons les jeunes qui s'inscrivent dans les enseignements techniques, dans les lycées techniques, à se pencher, par exemple, dans la construction des routes, dans la construction des infrastructures, dans la construction des maisons. Voilà, parce que nous sommes un pays qui est encore en pleine construction. N'orientons pas les jeunes Africains à aller faire des filières qui ne vont nous servir à rien. Quand je vois quelqu'un il passe son baccalauréat, après il passe s'inscrire en SECO. Mais qu'est-ce que cet enfant va faire dans la vie? Il ne va pas être gestionnaire dans quelle entreprise? Il y a combien d'entreprises en Afrique? Donc c'est un peu ça. Donc chers futurs dirigeants, je vous prie de vous pencher également sur cet état de choses. 19e couloir, on ne peut pas bâtir un pays sans les infrastructures. On ne peut pas développer un pays sans les infrastructures. Ça doit être un de vos couloirs prioritaires, les infrastructures. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de mobilité. Et la mobilité, l'économie et les infrastructures vont ensemble. Donc, il faut mettre l'accent sur les infrastructures. C'est très important. Et en plus de ça, s'il n'y a pas les routes, par exemple, l'économie ne marche pas. L'économie ne peut pas s'émanciper. L'économie ne peut pas être dynamique. Donc, du coup, et en plus de ça, s'il n'y a pas les routes, c'est comme ça qu'il y a les accidents. Et un peuple qui passe son temps à mourir ne peut pas se développer. Un pays dont la population passe son temps à mourir sur les axes lourds ne peut pas se développer. C'est un fait. 20e et dernier couloir, on peut maintenant, lorsque le pays a déjà un fonctionnement assez stable, on peut maintenant s'appuyer sur les divertissements, les cinémas, les salles de sport, les stades de football, avec les bénéfices de tous les investissements effectués. Donc, peut-être on se rend compte qu'on a investi on a investi par exemple dans l'agriculture. L'État a mis le paquet pour subventionner l'agriculture, si bien qu'on a déjà atteint une autosuffisance alimentaire. On peut maintenant réfléchir au divertissement. C'est très important pour que voilà, après une longue journée de travail et après une semaine difficile, que par exemple le samedi, je peux me lever comme ça, aller voir un match de football. C'est très important. Mais ça ne doit pas être une priorité. Donc, la construction, n'est-ce pas, des sites de loisirs, des parcs et tout ça. Ça va nous permettre également de booster aussi le tourisme. Donc, voilà en quelques mots les 20 couloirs que je propose aux futurs dirigeants africains, aux futurs Africains qui aspirent, n'est-ce pas, à gouverner nos pays, que ce soit dans 10, dans 20 ou dans 30 ans. Donc, ce que je dis aujourd'hui est valable aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, voilà, désolé, j'ai été un peu long dans ma vidéo, mais il fallait que je parcours tous ces 20 couloirs et j'espère que ces propositions arriveront dans de bonnes mains. Et mon souhait est ici, n'est-ce pas, de contribuer à ma manière à l'épanouissement ou alors à l'émancipation du nouveau type d'Africain. Voilà, puisque ça bouge actuellement dans le continent et vraiment, si quelqu'un a la possibilité de mettre sa main à la pâte, qu'il le fasse. Voilà.
Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si la vidéo t'a plu, partage au maximum. Voilà, si ce genre de contenu t'intéresse, si les thématiques, n'est-ce pas, abordées dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des suggestions, des critiques, des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.